Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour en ce dimanche 23 novembre 2025, une émission un peu hors norme, puisque d'habitude c'est plutôt le mercredi que nous faisons les émissions. Mais là, exceptionnellement, c'est un dimanche, donc une tenue un peu plus décontractée pour une chronique des barbaries, je dirais qui s'inscrit dans les événements actuels assez inquiétants. Donc que j'ai jugé important de faire justement pour faire la situation, un point de situation sur où nous en sommes de cette problématique guerrière. Donc, avec finalement une question qui se pose, finalement, qu'est-ce qui décidera de la guerre? Alors je donne, il n'y a pas de suspense, hein, en définitive. La réponse à cette question sera celle de ces personnages que l'on voit là. Peuvent-ils accepter d'être des losers? Posez-vous cette question et vous saurez si il va y avoir la guerre ou pas. Après, maintenant, je vais dérouler, je dirais, le reste de l'émission, mais ça, c'est en toile de fond, je dirais, dans votre esprit, pour savoir, au fond, si ces gens-là en sont capables et si ces winners, hein, ces Mozart de la finance et autres, peuvent accepter d'être des losers. Toute la question est là, en définitive. Au final, parce qu'à un moment donné, c'est une décision humaine qui est à l'œuvre. Alors, avant d'aller plus loin, comme à l'accoutumée, je dirais, je vais faire une petite citation assez, je dirais, un peu d'actualité aussi, hein, enfin d'actualité, qui fait écho à une actualité des années 30, des années 1930, avec un personnage, Monsieur Pilet-Golas, qui a été président de la Confédération suisse, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale, et il a adressé une lettre en 1939, en août 1939, à ce qu'on appelle le groupe de Oxford. Donc vous voyez déjà une image de ce personnage. Donc Pilet-Golas, qui était très critiqué d'ailleurs sur des prises de position. Mais malgré tout, il a d'ailleurs, vous remarquerez sa moustache, hein, tout à fait spéciale quand même, hein, une mode particulière à l'époque, on va dire. Toutefois, il ne m'apparaît pas inutile de voir ce qu'il disait, ce personnage. Malgré tout, parce que même si c'est quelqu'un de controversé, on va dire, hein, c'est le mot à la mode, controversé. Hein. Il peut avoir des réflexions tout à fait intéressantes et qui peuvent nous inspirer, y compris pour aujourd'hui. Et qui redonnent de la profondeur d'ailleurs à la crise de civilisation actuelle, qui ne date pas d'hier, hein, en définitive. J'ai longtemps cherché les causes profondes de la crise morale et économique que traverse le monde. Je n'en ai trouvé qu'une seule qui me satisfasse. Plus exactement, qui donne satisfaction à ma raison. Notre civilisation chrétienne a perdu l'esprit qui l'animait, qui la soutenait et l'élevait, l'esprit du Christ. Alors, c'est un peu curieux de faire cette citation. Mais je pense effectivement que pourquoi j'ai choisi cette citation, c'est justement pour montrer premièrement que cette crise civilisationnelle, elle ne date pas d'hier, et que le capitalisme, dans sa phase décadente, ça dure depuis un certain temps. C'est pas d'hier qu'il est en phase décadente. Hein.
et cette barbarie des Première et Deuxième Guerre mondiale en atteste. Mais, donc ça, c'est une première chose quand même tout à fait importante, parce qu'il y en a qui disent, par exemple, par rapport à mon livre, oui, mais on a déjà entendu, donc il s'appelle La crise terminale du capitalisme. Oui, mais ça, on l'a déjà entendu, etc. Oui, c'est vrai, mais parce que c'est une crise qui dure et qui perdure, parce que justement, on n'a pas encore trouvé de voie alternative, en tout cas, de manière pérenne, pour, justement, s'orienter dans une meilleure direction. Donc c'est déjà pour donner une certaine une profondeur. Puis, deuxième chose, c'est cette qui fait écho quand même, et aussi au titre de ça. Hein. Si tu es capable d'être des losers, les personnages qu'on a vus tout à l'heure, nos dirigeants européens, de l'UE en tout cas, hein, parce que l'UE, c'est pas toute l'Europe non plus, c'est cette perte de spiritualité, de moralité. Parce que c'est ça, au fond, la chose importante. Ce qui amène, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres chroniques et dans d'autres émissions, qui amène au nihilisme, et donc qui n'a pas de frein, je dirais, justement, à la barbarie. Et donc ça, je pense que c'était quand même important, c'est dans cette optique-là, si vous voulez, que je fais cette citation qui me paraît tout à fait, du coup, à ce double titre intéressante. Au-delà du personnage. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Peuvent-ils accepter d'être des losers? Alors, comment est-ce que je vais aborder ce thème? Déjà, on va faire un point sur la guerre actuellement qui se déroule en Ukraine, mais qui est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Hein, soyons très clairs, je vous renvoie aux différentes émissions, même avant 2022, hein, avant l'opération militaire spéciale, qui montrait ce dont il s'agissait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il semblerait qu'il y ait un problème. Ah non, ça va. Excusez-moi. Je croyais qu'il y avait un problème. Après, il y a toute cette dramatisation, et qui motive aussi l'émission que je fais aujourd'hui. Cette dramatisation à laquelle on assiste de nos jours, dans ces derniers jours, dans ces dernières semaines, en France, et en Europe plus généralement. Et puis, il y a cette histoire du plan de paix, je reviendrai également dans le point que je ferai. Tout cela pose une question, tout cela est-il simplement du théâtre, ou est-ce que c'est un jeu d'ombre, comme on a parfois, notamment sur la réforme des retraites, ou sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au moins en partie, où tout ça, où la guerre, en définitive, a-t-elle déjà été décidée? Deux questions, enfin une question, je dirais, deux réponses possibles, et qui ne sont pas du tout indifférentes. Hein. Si on n'y croit pas, ce qui est le cas des Français, c'est le point suivant sur l'incrédulité de ce qui est en train de se passer, je pense que si je fais cette émission, c'est pas pour rien, justement, je pense que, effectivement, c'est pas un théâtre, même s'il y a une part s'il y a beaucoup de comédiens dans les gens qu'on voit là, hein, au sens propre et au sens figuré, dans les 5 personnages que l'on voit là, il y en a d'autres. Alors, pour y voir clair, je vous proposerai une analyse justement des moteurs, de ce qui motive, ce qui pousse ces gens, les acteurs, hein, pour pas croire que c'est fait par hasard, que c'est le fruit de d'élucubration, pas du tout. Et puis on en déduira les scénarios qui sont, on va essayer de les identifier, puis de voir au final quels sont les plus probables, enfin, ou le plus probable, et comment faire pour l'éviter si on peut l'éviter. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire qui pourrait que cette plongée dans la guerre en Europe de façon globale ne se propage. Alors, premier point donc, la guerre contre la Russie, point de situation. Point de situation, eh bien déjà, première chose situation sur le front. Hein, c'est quand même une chose importante dans la guerre, moi j'appelle ça ce qui se passe en Ukraine et en Israël, hein, c'est le prélude de la Troisième Guerre mondiale, ce sont les mêmes conflits en définitive, hein, c'est le conflit pour l'hégémonie, hein, c'est vraiment ce qu'il y a en jeu aujourd'hui, c'est l'hégémonie ou le monde multipolaire. C'est ça
l'enjeu. C'est un enjeu tout à fait central. Hein. Et donc, pointe sur la guerre donc, qui se déroule en Ukraine, de la guerre contre la Russie qui se déroule en Ukraine, c'est que déjà sur le front, sur l'évolution de la ligne de front et des zones de contrôle, il y a pendant des mois, les Russes gagnaient à peu près 10 km² par semaine, ce qui est très peu, hein, 10 km², c'est 3 km sur 3 à peu près. Hein. Vous voyez, c'est à l'échelle de tout un front de plusieurs milliers de kilomètres, c'est tout petit. Mais c'est ce qu'on appelle une guerre d'usure, hein, une stratégie d'attrition, hein, pour prendre des mots d'autres, des experts militaires. Et donc ça, c'est ce qui s'est déroulé pendant des mois. Et puis, à partir du mois de septembre, ça a changé. J'ai constaté que, à peu près chaque semaine, il y avait autour de 100 km² qui étaient gagnés par l'armée russe. Vous voyez, c'est un facteur 10 quand même, c'est pas rien. Hein. Donc, et pendant plusieurs semaines, donc depuis à peu près le mois de septembre, mois d'août, mois de septembre, alors c'est pas toujours égal d'une semaine à l'autre, mais c'est passé à 100 km² par semaine de gains territoriaux par les Russes, de progression. Donc là, c'était déjà significatif. Et puis là, maintenant, cette dernière semaine-là, c'est 287 km². Donc près de 300 km² sur la dernière semaine. Donc là, on voit qu'il y a une... alors, ça fait longtemps qu'on parle d'effondrement du front, mais là, on voit bien qu'il y a une accélération, quand même, qui est en train de se produire de façon tout à fait significative. Donc, moi, je consulte, là, je vous recommande d'ailleurs cette chaîne, hein, Les Conflits en Carte, une chaîne YouTube, personne très posée, qui ne prend aucun parti, ni pour un côté, ni pour l'autre, mais qui s'appuie sur les faits, qui a d'ailleurs fait une vidéo aujourd'hui qui explique comment est-ce qu'il fait évoluer la ligne de front, etc. Donc voilà, donc c'est une information fiable, enfin, que je considère comme fiable, car non partisane. Ça, c'est important, pas s'aveugler. Et puis là, il y a, là, dans les derniers jours, donc il y a Kupiansk, une ville quand même tout à fait considérable, qui, je crois que c'était 25 000 habitants, avant le conflit, qui a été prise, là, ça a été annoncé par l'armée russe hier ou avant-hier, je crois, donc une ville importante qui a été prise, Kupiansk, et Pokrovsk. Pokrovsk, qui est Krasnoyarsk en russe, qui a été prise, donc on voit ici le front, et aujourd'hui même, ils viennent de fermer la poche, si vous voulez. Et donc ce qui reste, c'est Mirnograd, qui là, et là la poche, où il reste des combattants ukrainiens qui, je pense, feraient mieux de se rendre, hein, ça serait mieux pour tout le monde. Ça ne sert à rien de perdre sa vie d'une manière générale, parce que cette guerre ne pouvait pas être gagnée par l'Ukraine, puisque c'est une guerre existentielle pour la Russie, donc il est évident qu'ils ne pouvaient pas perdre cette guerre. Et donc là, la poche vient de se refermer aujourd'hui même, et donc, bon voilà, ils sont complètement encerclés, les combattants ukrainiens qui sont à Mirnograd. Donc voilà la situation sur le front. Donc on voit bien qu'il y a une certaine accélération, malgré tout, et puis une débandade, je ne dirais pas, mais enfin, la situation, on voit bien qu'elle devient de plus en plus critique pour l'armée ukrainienne sur à peu près tous les fronts. Parce que ça, Et, alors, chose importante, c'est que Pokrovsk, c'était très important pour l'économie. Alors, c'est pour ça qu'elle a été beaucoup défendue, parce que c'était une mine qui était en activité, et qui produisait, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça semble énorme, mais je crois que c'était tout à fait énorme, quelque chose comme 20% des revenus du commerce au moins énergétique de l'Ukraine. Donc d'un point de vue économique, c'est une perte très importante également. Je n'ai pas revérifié cette information, mais j'avais vu ça il y a quelques temps. Alors, autre élément du point de situation, c'est évidemment le plan de paix en 28 points,
qu'a proposé donc l'équipe Trump, qui, je dirais, pour la première fois, enfin, tient compte en fait des inquiétudes sur sa sécurité de la Russie. C'est pour ça que la Russie fait la guerre, hein, avant tout, c'est qu'elle ne veut pas avoir des missiles nucléaires à leurs frontières, juste à côté, à quelques centaines de kilomètres de Moscou. C'est ça, c'est comme les missiles à Cuba, si vous voulez. On est exactement dans la même situation qu'en 1960, dans les années 60, avec les missiles nucléaires qui étaient potentiellement déployés à Cuba. Et ceux qui étaient en Turquie, pareil, contre l'URSS à l'époque. Donc là, on est dans une situation tout à fait similaire. Hein. C'est une des raisons majeures de la... Donc là, c'est un plan de paix qui tient compte justement des inquiétudes de sécurité de la Russie, donc qui a, malgré tout, qui est potentiellement au moins acceptable. Si les autres propositions ont été faites étaient juste impossibles à accepter pour les Russes, là, il y a potentiellement ça serait acceptable d'ailleurs. Donc, au moins, ça peut être un point de départ possible pour des négociations. Donc, c'est ce qui est assez nouveau quand même, malgré tout. Hein. Donc, il y a une volonté, en définitive, compte tenu de cette situation. Je pense aussi Trump voit la situation et se dit, il est temps de mettre fin au conflit parce que sinon, ça va être un effondrement complet. Et comme lui, sa priorité, c'est la lutte contre la Chine, et tout ce qui est l'Asie-Pacifique, cette zone-là, il voudrait mettre fin à la guerre. C'est la guerre de Biden, en définitive, hein, qui est là. Hein. Donc c'est pas... lui, il est plus... J'y reviendrai dans l'analyse des moteurs tout à l'heure, mais c'est un endroit où il voudrait que ça s'arrête, parce que ça peut que être perdu. Et donc il faut mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Et puis c'est pas surtout qu'ils perdent de l'énergie sur un front secondaire. Puis les États-Unis ont déjà gagné beaucoup en Europe grâce à ça. Et donc ils ont déjà gagné ce qu'ils avaient à gagner, ils l'ont déjà gagné. Hein. Extension de l'OTAN, etc., vente de toutes leurs armes, enfin bon voilà. Étouffement de l'Union européenne, investissement, enfin voilà, c'est énorme ce qu'ils ont gagné. Donc voilà, il est réaliste. Hein. En fait, c'est un pragmatique, Trump, je prends mon gain, et puis voilà, j'arrête, quoi, parce que après, si je continue de jouer, je risque de plus perdre, de commencer à perdre. Voilà, tout simplement. Zelensky est embarrassé. D'ailleurs, il a fait une intervention à la télévision ukrainienne hier soir. Il est très embarrassé parce que il parle de la dignité et tout ça dans cette intervention. Alors une intervention assez comique d'ailleurs parce que il fait croire qu'il est dehors et même sous la pluie. Hein, or que et son blouson est même mouillé. Ils ont même mis de l'eau sur son blouson. Alors si on regarde un petit peu, on voit qu'il est en fait dans un décor sur un fond vert certainement. Et qu'il est dans un décor de cinéma, en définitive, mais il fait croire qu'il est dehors. Enfin, ça dénote déjà qui est ce personnage. Rien que cette mise en scène, suffit à décrédibiliser, à mon sens. Hein. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'est vraiment un acteur, quoi, hein, comme je parlais tout à l'heure. Donc lui, il est embarrassé pour diverses raisons, parce que ce plan de paix, il ne veut pas reprendre la responsabilité, lui, de le refuser, hein. À lui tout seul, quand même, parce que sinon, il va être accusé, puis il a peur que les Américains cessent de le soutenir, surtout dans le renseignement, parce que le renseignement, c'est quand même extrêmement important. Hein. S'ils ont pas le renseignement, s'ils n'ont pas les communications fournies par Starlink et ce genre de choses, je peux vous dire que le front il s'effondre à une autre vitesse encore. Donc voilà. Donc il est très embarrassé. Il est très embarrassé, mais pareil, j'y reviendrai un peu plus loin. Et puis, cet après-midi, là, à 15h30, communiqué de presse du Conseil européen sur le plan de paix de Trump, rejet. Ils ont rejeté le point, ils ont mis des points, ils ont dit, ah ben non, il y a 3 points qui ne nous plaisent pas, mais des points qui sont justement inacceptables, justement, par la Russie. Donc, en fait, ça revient à dire qu'on rejette le plan présenté par Trump. Et nous saisissons, d'ailleurs, je fais un petit extrait, nous saisissons cette occasion pour souligner la force de notre soutien continu à l'Ukraine.
Donc eux, ils sont vraiment droits dans leurs bottes, comme on dit, et ils veulent absolument continuer jusqu'au dernier Ukrainien. Hein. C'est l'expression consacrée, je dirais. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Situation qui fait suite à toute une dramatisation auquel on a assisté cette semaine, tant par les ministres du gouvernement qui sont là tout le temps à dire « mais la menace russe, ils sont terribles, ils vont arriver », alors avec des éléments extrêmement contradictoires. C'était à la fois ils sont nuls, ils se battent avec des pelles, avec des machines à... des trucs de machines à laver. Il y a d'ailleurs des vidéos humoristiques à ce sujet-là, où ils viennent avec des machines à laver sur le front. Enfin, c'est ridicule. Bref, mais en même temps, ils vont bientôt nous attaquer, ils vont bientôt être à Brest. Enfin bon, c'est un discours qui n'a ni queue ni tête. Et puis il y a l'histoire des 100 rafales, quand même, c'est-à-dire, là c'est pareil, ça n'a ni queue ni tête, parce qu'il est totalement impossible que l'Ukraine paye, que nous fabriquions ces rafales, et qu'ils soient sur le front avant une dizaine d'années. Donc, enfin, c'est ubuesque, je dirais. Alors, ubuesque, mais on va y revenir peut-être pas tant que ça, finalement. Et puis, on a également toute cette dramatisation, je dirais, permanente, mais par des médias qui sont tous absolument pro-guerre, qui ont c'est vraiment une propagande mais incroyable, sur Arte, sur LCI en tête, mais tous les médias sont vraiment à l'unisson sur leur discours, qui sont assez tragiques. Enfin, c'est triste d'en être rendu là quand même aujourd'hui. Et puis on a le chef d'état-major des armées, récemment nommé par Fabien Mandeau, hein, prend les chaises musicales qui ont marqué ce poste sous Macron. Donc là, il vient d'arriver, lui, un aviateur. C'est rare que ça soit un aviateur qui soit chef des armées, si vous voulez. Les chefs des armées, c'est souvent des chefs qui viennent de l'armée de terre, hein, puisque c'est quand même sur terre que ça se passe, au final, la guerre, toujours. Moi, ça fait des années que je le répète, que ce qui est important dans une armée, c'est avant tout l'infanterie, quand même, hein, au final. Hein, parce que c'est elle qui occupe, finalement, le terrain. Et sans infanterie, vous pouvez faire des choses, mais vous ne pouvez pas gagner la guerre, et vous pouvez encore moins gagner une paix. Bref, je ferme cette parenthèse. Et donc, qui vient nous dire, il faut, oh là là, c'est dramatique, il faut s'armer, il faut aller à fond, puis qui dit en même temps, d'ailleurs c'est l'extrait là, hein, donc devant les maires de France, donc déjà, qu'est-ce qu'il fait devant les maires, pourquoi il s'adresse, est-ce qu'il est dans son rôle, enfin, c'est vraiment, il était certainement en service commandé de Macron, enfin on est dans le grand n'importe quoi quand même. Hein. Et puis, qui vient nous dire, il faut être prêt à faire des sacrifices, à vivre durement cette période, et être prêt à ce que nos enfants meurent pour l'Ukraine, pour les beaux yeux de Macron et des ultra-riches qui nous gouvernent. Voilà en gros quel est le message enfin, c'est surréaliste quand même, hein. On n'a jamais vu ça. Enfin, je crois que ce n'est jamais arrivé qu'un chef d'état-major des armées se prononce déjà devant les maires de France, et puis devant la nation, quoi. Enfin, on est dans le n'importe quoi. Mais tout ça, en fait, c'est pour dramatiser, c'est pour préparer l'opinion, l'endoctriner, dire la guerre est inévitable, ah oui, d'accord, voilà. C'est ça, en définitive, leur calcul. Donc ça, c'est la situation et les circonstances. Alors, l'opposition, il y a deux courants d'opposition, il y a une opposition à droite et une opposition à gauche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, on a eu un Mélenchon qui a fait un discours, je vous invite à le regarder, il vaut quand même la peine d'être écouté, justement, suite à l'intervention de Mandon, là. Il a fait un certain nombre de rappels utiles, factuels, sur comment ça fonctionne normalement dans une démocratie, hein, et que c'est pas le chef d'état-major des armées qui s'adresse à la nation, et pas dans son rôle. Donc il a fait un certain nombre de rappels utiles, et donc intéressant de l'écouter. Toutefois, dans son discours, si on l'écoute bien,
il ne ferme pas vraiment la porte à la guerre. Il dit simplement, il faut que ce soit les politiques qui en décident. Et les militaires, ils sont là pour obéir. Ce qui est vrai, ça fait partie des rappels, justement, dont je parlais. Mais, du coup, là-dedans, il ne ferme pas vraiment la porte à la guerre. C'est assez curieux, quand même. Alors, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui vient du PS, qui a fait toute sa carrière, enfin, une grande partie de sa carrière politique au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, les socialistes, c'est quand même les fauteurs de guerre, par excellence. Toutes les guerres, quasiment, ont été déclenchées et menées par des gens qui venaient du Parti Socialiste. Eh oui, eh oui. Même la Deuxième Guerre mondiale, même la guerre d'Algérie, Tony Blair en Angleterre, lorsqu'ils ont soutenu l'intervention en Irak, etc., etc. Les socialistes aiment bien la guerre. C'est les premiers serviteurs du système, en définitive. Ils sont le doigt sur le... qu'est-ce qui sauve le gouvernement de Le Cornu? C'est de nouveau les socialistes. Ouais, on est toujours dans cette pantalonnade permanente. Alors, par contre, là, donc ça c'était pour la gauche. L'ERN, alors là c'est pour ça que j'ai mis... c'est très transparent, ils sont très transparents. J'ai cherché un peu, bon, je n'ai pas cherché très longtemps, mais sur leur position sur l'Ukraine et tout ça, c'est flou artistique, on n'en parle pas, mais on sent qu'on est mou du genou. On regarde dans quel sens va tourner le vent pour s'orienter. En politique, c'est pas ça, la politique, c'est-à-dire on trace une direction, on ne suit pas le vent. Enfin, c'est assez même inquiétant, je dirais, parce qu'en fait, on se dit, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils arrivent au pouvoir, ces gens-là, quoi. Alors, à un moment donné, je vous ai dit, théâtre, où est-ce que c'est décidé? Parce que beaucoup pensent, effectivement, que tout ça n'est qu'un théâtre, c'est juste une mise en scène pour, en fait, servir de prétexte pour pressurer les Français, pour augmenter les impôts, diminuer les prestations, etc. Pour leur faire peur, gouverner par la peur, c'est un des moyens, gouverner par le chaos, c'est un des moyens, justement, de faire accepter tout un tas de mauvais coups par les dirigeants. Bon, effectivement. Mais que ce ne serait donc que du théâtre. L'autre option, c'est est-ce que la guerre ne serait pas déjà décidée, en définitive? Mais moi, je veux dire ma conviction. Ma conviction, bon, c'est à analyser, mais je vais vous dire, la guerre, elle est décidée depuis très longtemps. Elle est décidée à partir de ce qui s'est passé en Yougoslavie à la fin des années 90. C'était la répétition générale de ce qui s'est passé en Yougoslavie. C'était de voir jusqu'où ils pouvaient aller, est-ce qu'ils pouvaient s'attaquer à des anciens pays du bloc soviétique et assimiler, comme était la Yougoslavie. Et ils se sont dit, bon, là il y a Yougoslavie, demain, ça sera la Russie qu'on démantèlera. Pareil, parce que le but c'est de démanteler pour s'approprier les ressources et tout ça. Au final, ça revient à ça. Et se faire des petits secteurs où ils peuvent dominer. Parce que l'histoire de l'Ukraine et tout ça, de l'invasion, mais on peut parler du Kosovo, justement, Yougoslavie, on est complètement en rupture avec le droit international sur les territoires, vous voyez, qui ont été envahis. Mais même la France, si vous prenez les Comores, par exemple, les Comores, et ce qui a été le 101e département français, c'est pas reconnu à l'ONU, faut quand même le savoir. Voilà. Moi, personnellement, je suis pour l'autodétermination. C'est-à-dire que c'est les peuples eux-mêmes qui doivent décider dans quelle nation ils veulent être. Donc, si les Comoriens veulent être français, c'est ce qu'ils ont manifesté, ça ne me pose pas de problème. Mais du point de vue du droit international, on est exactement dans la même situation que l'Ukraine et la Russie, aux Comores. Il faut quand même le savoir. Donc bon, les gens qui disent que nous sommes en respect du droit international, tout ça, c'est du blabla. Donc il y a du théâtre, etc. Mais cette mise en scène, elle sert aussi.
Mais parallèlement à ça, les Français sont incrédules, effectivement. Et je pense que globalement, les gens ne croient pas à la guerre. Ils n'y croient pas parce que, bon, ils sont dépolitisés. Hein. Il y a un effondrement quand même du niveau de politisation des jeunes générations qui est considérable. Ils voient ça comme virtuel, comme loin, etc. C'est vrai que c'est loin, hein, mais comme si ça les concernait pas, comme si c'était dans un autre monde. Il n'y a pas de prise de conscience de ce que c'est que la guerre, de ce que ça veut dire, surtout à l'époque actuelle, de ce que c'est la guerre. Alors, même avec ce qui se passe pourtant au Liban et à Gaza, où là on a vraiment et en Ukraine aussi bien sûr, mais là à Gaza on a vraiment alors on le voit un peu, mais comme c'est très occulté et que c'est très pro-israélien tous les médias, donc on le voit pas vraiment, hein, c'est quand même très aseptisé, et puis donc il n'y a pas de prise de conscience, quoi. On est de ce que c'est que la réalité de la guerre. Je crois que les gens se rendent pas compte. Alors, une chose quand même tout à fait notable et je dirais positive, c'est les nombreuses réactions fortes contre la guerre dans la résistance. Ça, c'est très bien. Enfin, il y a plein de vidéos, il y a plein de gens qui se sont exprimés, et ça, franchement, on peut s'en féliciter. On voit qu'il y a des réflexes, il y a des bons réflexes. Hein. Je pense qu'on a un terreau, on a quand même mais on est un petit milieu, la résistance, on est un petit milieu, et très divisé en plus. Mais on voit bien que c'est sain. Il y a ça qui est sain. Et ça, quand même, je pense qu'il faut s'en réjouir profondément, notamment après l'intervention du général Mandon. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait qui ont réagi par rapport à ça. Et ça, c'est très... même d'anciens militaires qui ont dit « Mais moi, je refuserais d'obéir. C'est quoi ces clowns, quoi. » Voilà. Alors, essayons maintenant, si vous voulez bien, d'analyser les moteurs. Et donc, moi je vais pas le faire ici, enfin je vais le faire un peu, mais vraiment si vous voulez une analyse, je vous invite vraiment à lire ce livre-là, La crise terminale du capitalisme. Tout est expliqué là-dedans, les vraies raisons de qu'est-ce qui se passe, tout s'articule, mais vraiment, tout s'articule, tous les phénomènes que l'on observe aujourd'hui s'articulent et sont expliqués, les causes profondes sont expliquées dans ce petit bouquin, il fait une centaine de pages, hein. Je ne sais pas combien ils ont fait d'ailleurs, au total. Oui, il fait même pas 100 pages. Oui. Il fait même pas 100 pages, il fait 92 pages. Et donc, je vous invite vraiment à le lire, parce que c'est les moteurs, ils sont expliqués. Tout ce qui se passe, vous comprenez le Deus ex machina qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment... C'est important. Et ça, c'est irremplaçable. Je ne peux pas faire dans une vidéo ce que je démontre, je dirais, dans ce livre. Alors, sachant que c'est le résultat de 3 crises conjuguées. Crise économique, crise sociale et crise politique. On les voit. Crise économique, on voit la dette, par exemple, un des exemples, hein, donc un des éléments que je décris là-dedans d'ailleurs. La dette, par exemple, pour ne prendre qu'une des dimensions de la désindustrialisation. Problème social, puisque la société se délite complètement, l'éducation, l'instruction, les milieux associatifs, ou ces choses comme ça, qui se délitent, le communautarisme qui se développe, donc la société qui se délite. Et troisièmement, crise politique. Bon, on voit, c'est majeur avec ces premiers ministres qui se succèdent et qui n'arrivent pas à former de gouvernement, qui ne font que des ramassis de briques et de broc, en France comme ailleurs. Hein. Autre chose importante qui leur permet quand même de faire un peu ce qu'ils veulent, malgré ces 3 crises, c'est qu'il n'y a plus de mouvement anti-guerre structuré. Moi, j'ai consulté il y a quelque temps le mouvement anti-guerre dans les années 60, 60-70, mais c'était considérable le mouvement anti-guerre. Il y avait des grandes manifestations, des réunions, des colloques, des trucs internationaux. Enfin, c'était le mouvement anti-guerre, c'était quelque chose de très 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 puissant. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Hein.
Donc ça empêchait, si vous voulez, la guerre. D'ailleurs, la guerre du Vietnam, si elle a été arrêtée aussi, c'est grâce à ces mouvements anti-guerre. Mais c'était aussi mouvement anti-guerre, parce que c'était en pleine guerre froide, pour éviter la guerre entre l'URSS et les pays capitalistes avancés. L'Occident, comme on appelle aujourd'hui, l'Occident collectif. Alors, élément important que je voudrais que je cite dans ce bouquin, et que je détaille, c'est la césure qui existe dans la haute bourgeoisie aujourd'hui. J'explique pourquoi il y a cette césure et quelle en est l'origine idéologique. Et je la constate et je dis, c'est pas un théâtre. Il y a vraiment une divergence profonde, fondamentale, au sein de la haute bourgeoisie, et qui, d'ailleurs, est matérialisée aujourd'hui, très nettement, aux USA. Avec d'un côté Trump et de côté Biden, où les affrontements sont extrêmement, d'un très, très haut niveau. Hein. On parle de quasi-guerre civile, quand même. Hein. On est de cette nature-là. Et on voit bien les divergences qu'il y a aujourd'hui entre une UE et une Angleterre qui est restée alignée sur la ligne Biden, je dirais, et la ligne Trump, qui a l'autre frange de la haute bourgeoisie, qui n'est pas du tout la même. La dichotomie, en définitive, elle est Dimitri Medvedev l'explique là, hein, c'est l'émergence du monde multipolaire. C'est est-ce qu'on essaye de maintenir notre hégémonie sur le monde? Ça, c'est la ligne Biden, Macron, etc. Donc, on veut dominer le monde et on veut reconquérir et se diviser la Russie, etc., sous forme du néocolonialisme. Ou est-ce que, c'est la politique de Trump, bon, je prends ce que je peux prendre, donc ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai une ligne pragmatique, et le monde multipolaire, je ne pourrais pas l'éviter. Donc je peux essayer d'endiguer des trucs par là, mais limiter la Chine, etc., mais je ne pourrais pas éviter l'avènement du monde multipolaire. Mais tirer les avantages de la situation actuelle autant que possible. Voilà, c'est ça la ligne de point, une ligne beaucoup plus pragmatique. Donc on voit bien que ce sont des lignes vraiment irréconciliables. Hein. Ils disent que c'est irréconciliable, mais non, c'est réellement irréconciliable. On ne peut pas à la fois être dans un monde multipolaire et d'accepter d'être qu'un des pôles, ou dominer tous les autres. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas être les deux en même temps. C'est pas possible. Voilà, c'est ça, cette division qu'il y a au sein, cette césure profonde qu'il y a au fond de la haute bourgeoisie. Donc on voit bien qu'il y a un moteur très profond là derrière. Donc, les moteurs pour les gens, les Européens, pour les loustiques que l'on voit là-haut, la rupture avec la Russie, le retrait de la Russie, les sanctions qui ont été imposées à la Russie, en fait, ça a eu un effet boomerang gigantesque, avec des pertes gigantesques, énormes. Tout un tas alors je vais citer quelques exemples, mais il y en a plein. C'est des journaux, oui, des journaux qu'on pourrait remplir. Nord Stream 2, l'explosion, c'est-à-dire qu'une source d'énergie peu chère et très abondante, qui arrivait par un pipeline, par des pipelines même, explosait. Donc l'Allemagne se retrouve, et tous les autres, parce que derrière nous aussi, on en avait du gaz qui venait aussi de là, hein, on se retrouve sans gaz. Donc il va falloir trouver du gaz ailleurs, et éventuellement même du gaz russe, mais qui va passer par des tankers, enfin c'est pas des tankers, ça s'appelle, enfin par des bateaux, bon, bref. Donc beaucoup plus cher, 4 fois plus cher, à un moment donné c'est correct que c'était même 7 fois plus cher le gaz américain qui venait par ces bateaux. Enfin bon, vous vous rendez compte, c'est une catastrophe, quoi. Surtout, bon, j'ai rien. Ou par exemple Renault, la Russie, c'était 10%, je crois, de son chiffre d'affaires, hein, 10 ou 12% même, je crois. C'était énorme pour Renault. Renault, c'était vraiment... Ils ont vendu toutes leurs infrastructures en Russie, usines, magasins, etc., pour 1 rouble symbolique. Vous vous rendez compte? Des milliards et des milliards, et on vous donne 1 rouble en échange. Ouais, ça c'est un exemple. Et en retour, les conséquences derrière, destruction de l'industrie. Nous, déjà, l'industrie était déjà très mal en point, mais l'Allemagne
avec ce prix de l'énergie qui du coup explose, avec l'histoire des éoliennes en plus qui marchent que quand il y a du vent et autres, ils se retrouvent dans une situation catastrophique. Et donc, avec beaucoup de délocalisation d'industries, justement, qui partent s'installer aux États-Unis. Vous ajoutez à ça des choses qui ne sont pas en rapport directement avec la rupture avec la Russie, mais qui sont aussi en cohérence, enfin, avec les pingouins qui nous dirigent. C'est tous les choix idéologiques qu'ils ont faits et auxquels ils se tiennent. Néolibéralisme, pas de frontières, pas de barrières aux frontières, néolibéralisme, libre marché, etc. Donc avec les conséquences catastrophiques que ça a, et avec l'invasion notamment des produits chinois qui détruisent complètement notre industrie, ou des produits allemands qui détruisent également l'industrie française, par exemple. Et puis d'autres choix idéologiques, comme la voiture électrique, qui, en définitive, et d'autres, hein, enfin voilà, c'est pareil, on pourrait en faire une liste plus longue, qui ne marche pas, qui ne décolle pas, qui n'arrive pas à convaincre, et donc qui n'arrive pas à se vendre, hein, tout simplement. Et donc avec des industries, des branches industrielles qui sont complètement en déshérence aujourd'hui. Et l'industrie automobile, enfin, c'est gigantesque. Et avec une avance en plus technologique chinoise qui est considérable. Donc là, on est vraiment... voilà où ils en sont. Donc ces pertes, ces situations, c'est catastrophique, je trouve. Donc voilà les moteurs, hein, rapidement tracés. Alors, quel scénario? Qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir? Bon, déjà, je rappelle le contexte, il y a ce plan de Trump qui est amélioré, qui est potentiellement acceptable par Moscou, au moins une base de discussion. Problème. Kiev la refuse, on vient de voir, si les Européens viennent de dire ça, c'est que Kiev, malgré le discours d'hier de Zelensky où il était embarrassé, il ne savait pas trop sur quel pied danser, maintenant il sait que les autres, là, ses copains, là, ils le soutiennent, et donc il dit, mais lui, déjà, il s'enrichit, quand même considérablement, et tous ses copains, ils s'enrichissent grâce à cette guerre, donc il n'a pas envie de perdre la poule aux œufs d'or. Les scandales de corruption et la corruption qu'il y a généralisée, donc il n'a pas envie non plus qu'il y ait des enquêtes qui se mettent en place. Et puis, il y a un risque d'assassinat également de lui-même, hein, parce que les ultranationalistes, les néo-nazis, ils existent en Ukraine, il y en a pas mal qui ont dû se faire dégommer quand même depuis le début de la guerre, mais enfin, ils existent encore, et peut-être ils voudraient se venger, hein, aussi. Il a été quand même déjà menacé d'être tué s'il arrêtait la guerre, Zelensky. Donc, vous voyez, Kiev refuse, et refusera. Et donc, c'est la même chose pour l'Union européenne et les Britanniques, pour les raisons que je viens de donner. C'est-à-dire, ils ont été poussés par les Américains à faire cette guerre, puis maintenant, les Américains les lâchent, comme d'habitude. D'habitude. Enfin, déjà, à l'époque de Benjamin Franklin et de Lafayette, c'était déjà le cas, si vous voulez. C'est dans leur... je ne veux pas dire que c'est dans leur chaîne, mais c'est leur façon de fonctionner. Voilà. Si on ne le sait pas, aucune promesse, enfin, les promesses, même les accords écrits, ça n'a aucune valeur pour les Américains. Aucune. Il y a une expression, c'est ce qui est à moi, et ce qui est à toi est négociable. Voilà. Hein, donc, c'est tout. Le problème, autre problème qui contredit cette ligne, c'est que, comme on l'a vu, la situation sur le front, l'Ukraine ne pourra pas tenir encore très longtemps. C'est vraiment en train de s'effriter, mais s'effriter de façon de plus en plus importante, jusqu'à peut-être un effondrement beaucoup plus brutal. Donc ça, c'est quand même ennuyeux. Et surtout, si les USA se retirent, s'ils arrêtent de financer, s'ils arrêtent de fournir des armes, s'ils arrêtent de fournir du renseignement et les moyens de communication, hein, là, je vous explique qu'ils sont vraiment mal barrés, quoi. Donc, est-ce qu'ils le feraient, les Américains? C'est pas si sûr.
parce que c'est pas monolithique, hein, les deux, la dichotomie que je parle, là, elle traverse la néo-bourgeoisie, elle recoupe pas forcément les partis, si vous voulez. Il y a des divergences, par exemple, entre J.D. Vance, qui est le vice-président, qui a beaucoup l'oreille de Trump, je pense, et depuis pas... D'ailleurs, s'il a été choisi vice-président, pas pour rien, et Marc Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères, hein, je parle en français, hein, c'est pas le vrai nom qu'ils ont là-bas. Il y en a un qui est vraiment dans la ligne néocon, qui veut faire la guerre, qui veut faire la guerre au Venezuela aussi, enfin voilà, c'est des gens qui veulent faire absolument la guerre. Puis d'autres qui disent, non, il faut arrêter de faire ces guerres, le monde multipolaire arrive, et il faut s'adapter à ce nouveau monde. Voilà. C'est ça, c'est la même dichotomie. Et ça coupe en deux les partis, si vous voulez. Hein. Ça, c'est des gens qui sont tous les deux dans le parti républicain aux États-Unis. Et voilà. Alors, dès lors, dans cette situation, les Européens ils ont deux choix. Le premier, c'est soit ils entrent en guerre, donc directement. Ils viennent au secours des Ukrainiens, parce que si la ligne de front, ils n'arrivent plus à tenir, eh bien il faut qu'ils entrent en guerre directement, avec l'armée française, l'armée allemande, l'armée polonaise, se mettent à faire la guerre directement, alors, sur le théâtre ukrainien ou ailleurs d'ailleurs, avec la Russie. La première option. Ou l'autre option, c'est d'accepter de perdre, vraiment, définitivement, énormément. C'est-à-dire de perdre. Et là, les conséquences peuvent être vraiment très, très importantes, parce que la dette, là, on voit bien que la dette, ça va pas pouvoir durer encore très longtemps, que l'endettement, il y a une des vidéos sur Grand Angle, notamment la chaîne Grand Angle, qui parle de la situation de la dette de la France. On est dans la cavalerie, j'en parle là-dedans. Donc, voilà. Alors, perdre énormément, c'est pas possible. Donc, les deux sont pas possibles. C'est-à-dire, parce que entrer en guerre aujourd'hui, les Européens n'en ont pas les moyens. Hein. Ils n'ont pas les moyens, déjà énergétiques, hein, parce qu'il faut de l'énergie pour fabriquer des trucs. C'est pas comme simplement taper sur des ordinateurs et puis faire des papiers. Hein. Vous fabriquez des obus, il faut des fonderies, etc. Il faut fabriquer des tanks, des drones, il faut des trucs qui fonctionnent, hein, et qui consomment de l'énergie et de la matière. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Et puis, il n'y a pas d'infrastructure militaire. L'armée est à l'os en France, et l'armée française, c'est une des plus importantes. Donc, aujourd'hui, entrer en guerre, c'est pas possible. Les deux sont impossibles. Donc ils sont dans un dilemme, ils ont un choix, mais les deux options qui s'offrent à eux ne peuvent pas marcher. Alors, quels sont les autres scénarios? Autre scénario, c'est le statu quo, c'est-à-dire on reste comme ça. Les Américains, grosso modo, continuent de faire de soutenir plus ou moins l'Ukraine, les Européens aussi, et ça continue comme ça. Sachant que ça, c'est pas un scénario qui peut durer extrêmement longtemps, a priori. Dès lors, soit la Russie va jusqu'à Odessa, et donc là, reprend, je dirais, la Russie historique, parce que ça allait jusqu'à Odessa, la Russie historique. Hein. Donc, Trotsky, par exemple, Léo Trotsky, qui était un des acteurs de la Révolution russe, il est né à Odessa, hein, pour vous donner une idée. Donc voilà, ceux qui disent c'est l'Ukraine, oui, enfin, c'est pas longtemps, c'est l'Ukraine. Puis l'Ukraine et la Russie, c'était la même chose, quelque part. Sauf l'ouest de l'Ukraine, hein, du côté de Lviv, etc. Puis il y a d'autres endroits, d'ailleurs, qui sont plus polonais et hongrois, d'ailleurs. Donc soit la Russie gagne la guerre, au fond, et gagne sur le terrain militaire, et va jusqu'à Odessa, et peut-être même jusqu'à Kharkov. Et puis, voilà. Et puis c'est fin de l'histoire. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que la Russie finit par s'épuiser. Parce que faut pas croire que ça soit si facile que ça pour la Russie non plus. Certes, elle s'en sort bien, etc. Pas aussi mal que ce que croyait Bruno Le Maire et tout. Mais, attention, une guerre, ça coûte cher, ça coûte aussi beaucoup en hommes. Les pertes sont quand même assez considérables. Hein. On parle de...
je sais plus si on doit être à 130 000 hommes morts quand même, russes. C'est des estimations. Ça commence à faire du monde, sans compter les blessés, etc. Vous voyez, ça commence à faire. Donc voilà, c'est pas non plus complètement impossible, hein, finalement. Et puis l'autre scénario, je dirais, c'est un Minsk 3. Minsk 3, c'est-à-dire les accords non respectés, là je vous invite donc ça c'était avec Poutine et puis Loukachenko, donc le Biélorusse, Angela Merkel, Poroshenko qui semblait être ailleurs, qui était le président de l'Ukraine à l'époque, et puis François Hollande. Où ils ont avoué, les deux là du milieu, là, et puis lui aussi d'ailleurs, qu'en fait ils avaient passé ces accords, mais ils n'ont jamais eu la volonté de les respecter, et qu'en fait c'était pour se donner du temps pour pouvoir préparer la prochaine guerre, celle que l'on a aujourd'hui. Ça a été en 2014-2015. Hein. Il y a eu deux Minsk, Minsk 1 et Minsk 2, et voilà. Soit on va vers un scénario Minsk 3, et c'est ce qui me semble effectivement le plus probable à ce stade. Alors qu'est-ce que ça serait qu'un Minsk 3 ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire, les Européens qui nous pourraient se dire, on n'est pas prêts pour faire la guerre, les USA actuellement ne sont pas avec nous, donc ça ne nous aide pas, mais malgré tout, on accepte donc le plan de Trump. Donc on accepte de faire un accord, donc un Minsk 3, appelons-le comme ça, mais, donc comme ils ont fait en Minsk 3, hein, mais derrière, en fait, en vérité, c'est pour mieux préparer la guerre. Mais parce qu'en fait, on ne veut pas perdre, et économiquement, énormément. On a beaucoup perdu, on ne veut pas. On ne va pas faire passer ça par perte et profit. C'est, est-ce que ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'un Macron peut accepter d'être un loser ? Oui. Vous voyez la psychologie d'un Macron ? Vous croyez que c'est quelqu'un qui veut que ça rentre dans sa tête d'être un loser ? Moi, j'ai connu un peu de ce genre de personnage, hein, j'en ai côtoyé. Ça rentre pas dans leur cerveau, hein, ces gens-là. C'est que, contraint, forcé, qu'ils perdent, ces gens-là. C'est comme ça, hein, c'est ça leur mentalité. C'est moi, hein, puis c'est tout. Hein. Et on écrase les autres. Et donc, ok, donc on accepte un accord aujourd'hui, mais qui nous permettent quand même de préserver l'avenir. Il ne faut pas que l'accord soit trop délétère. Le plan actuel, il ne leur permettrait pas de faire ça. Mais on va faire la guerre à l'horizon 2030. Dans 3, 4, 5 ans, on fera la guerre et on fait le réarmement pour ça, d'ores et déjà. Et d'ailleurs, les sociétés d'investissement, je vais donner un exemple, là, ça c'est un article qui date déjà du mois de mars, enfin du début de l'année quand même, hein. Investir dans l'armement, l'opportunité méconnue de 2025. C'est 100 milliards par an qu'ils vont investir, les Allemands, hein, sur la période, là, hein, pour se réarmer. Hein. Il y a le plan de von der Leyen aussi, hein, qui dit qu'il faut faire un choc. Je crois que c'est... je ne sais plus combien elle parle. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, c'est plusieurs centaines de milliards aussi. Hein. Et on serait rare, mais on serait même pas, évidemment, on serait même pas pour rien. Hein. Et puis, d'ici 2030, il va y avoir des élections en Amérique, etc. Et peut-être qu'il y a le retour des néocons, les néoconservateurs, et donc qui seront d'un Biden, enfin, ça sera plus Biden, mais d'un équivalent de Biden ou autre, qui du coup sera sur la même ligne idéologique qu'eux. Donc ils se disent, voilà, ça pourrait être... C'est pour ça que je pense que c'est le scénario qui me semble le plus probable. Et puis, le modus operandi pour redéclencher la guerre à un moment donné, ça sera une provocation. Là, c'était... ce qu'ils ont fait, c'est que la Russie, en 2021, a fait plein de propositions d'accords pour justement éviter la guerre avec l'Ukraine, qui ont été rejetées systématiquement par Biden, ce qui a abouti, en février 2022, à l'opération militaire spéciale. Parce qu'il dit, plutôt que d'attendre qu'eux ils continuent de s'armer et qu'ils m'attaquent, vaut mieux que j'attaque le premier. Il l'a dit de façon assez triviale, je crois, Vladimir Poutine. Mais voilà, parce qu'au moins je choisis le moment, voilà.
Et donc le modus operandi, bah, ça sera certainement une provocation en accusant les autres à Kaliningrad, donc une exclave russe sur la Baltique, ou sur la mer Baltique, en disant bah, on ferme le trafic maritime, par exemple. On empêche la Russie, donc par son port principal à Saint-Pétersbourg, de communiquer avec le reste du monde. Vous voyez, voilà le genre de choses qui pourrait arriver. Un blocus. Comme ils savent faire à Gaza ou à Cuba, et ce qu'ils essayent de faire aussi au Venezuela. Voilà donc le scénario qui me semble le plus probable, mais que faire pour éviter la guerre? C'est ça, au fond, la question. C'est-à-dire que la première chose, c'est déjà qu'il faut dire non à la guerre, et non à sa guerre, à la guerre de ce personnage, et de son petit jouet, là, qu'il a trouvé, là, qu'il a fait... Et je crois qu'il était que colonel, Mandon, là, et il a gagné... il est devenu général, puis il a gagné 1 étoile par an. Vous vous rendez compte? Il est devenu général 5 étoiles en moins de 5 ans. Super. Enfin, vous vous rendez compte, c'est jamais vu, quoi. Il y avait une autre photo où on le voyait serrer la main, lui et Macron, enfin, vous voyez qu'ils étaient très, très copains, enfin, c'est vraiment ils sont sur la même ligne idéologique, hein, les décadents nihilistes, hein. C'est pas des gens qui ont beaucoup trempé dans les tranchées, dans les tentes, et qui ont fait des manœuvres avec des rangers dans la boue. Je pense pas, mais dans le froid. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'éviter? Qu'est-ce qui pourrait éviter la guerre? Bah, peut-être, finalement, la politique de Donald Trump, qui réussira malgré tout à imposer un plan de paix quelconque. Hein. Bon, peut-être. L'autre possibilité, bah, c'est que la Russie plie le jeu assez vite, c'est-à-dire s'ils vont jusqu'à Odessa assez rapidement, l'Ukraine n'aura plus la ressource économique, ça c'est ce qui peut se passer de mieux, parce que l'Ukraine n'aura plus la force pour pouvoir demain, ça deviendra comme un pays balte, si vous voulez, qui n'ont pas la force, et qui sont des nains, et qui en plus sont en voie de disparition. Enfin, vous pensez les pays baltes qui sont guerriers comme tout, qui sont des pays qui ont 1 ou 2, quelques millions d'habitants, et en plus la natalité est catastrophique. C'est des pays comme la Corée du Sud. Dans un siècle, ça n'existe plus. Il n'existe plus. Parce qu'il n'y aura plus de Lettons, il n'y aura plus d'Estoniens, il n'y aura plus de Lituaniens, il n'y aura plus de Coréens du Sud. Puisque, comme ils font plus d'enfants, bah dans 100 ans, dans moins de 100 ans maintenant, j'avais fait une simulation, je crois, dans une chronique des barbares, c'est des pays qui vont disparaître, totalement. Enfin, qui seront remplacés par d'autres populations, peut-être, mais voilà. Donc, et c'est ces gens... Voilà, l'Ukraine serait un peu dans ce genre de situation, ce qui ferait que la Russie serait tranquille définitivement, je dirais. Et nous aussi, du coup. Le problème de ces scénarios, c'est comment faire pour l'éviter, c'est que l'Union européenne et les Anglais veulent la guerre, parce que les Anglais aussi, ils sont bien dans la mouise également, au niveau interne. Les empêcher de la faire. Comment faire pour les empêcher de la faire? Oui, il faudrait faire ce que j'ai proposé en 2022, hein, l'alliance entre justement la droite et la gauche, la vraie droite et la vraie gauche, sur une nouvelle constitution, hein, pas une union, hein, une alliance, simplement pour dire, bon, les centristes, on en a assez de vos politiques, on fait cette alliance, on change la constitution, on change les règles du jeu, c'est le seul point sur lequel on peut se mettre d'accord, puis après, une autre partie se joue, je dirais. On remet les compteurs à zéro, d'une certaine manière. Malheureusement, c'est peu probable, pour différentes raisons. Hein. Déjà, le peuple est amorphe. Il y en a qui posent la question, y a-t-il même encore un peuple français? Et puis, il n'y a rien de ce qu'on a proposé. Nous, un PCCR, ou les autres, de la résistance ou ailleurs, rien n'a marché. Donc, il est peu probable que ce qui n'a pas marché hier marche demain, si vous voulez, quoi. Voilà. Donc, à ce stade, en tout cas, dans la situation présente, les empêcher de faire la guerre, je ne vois pas comment on peut faire. Et ce n'est pas un discours démobilisateur, puisqu'il n'y a pas de mobilisation. Il n'y a pas de mobilisation même possible, je veux dire.
Donc, le scénario finalement le plus probable, c'est cette histoire de Minsk 3. Et donc, à un moment donné, en 2030, une provocation, enfin, où là, s'ils décident, malgré cette situation un peu difficile, malgré tout, de faire la guerre maintenant, ça semble peu probable, mais bon, on ne sait jamais. Hein. C'est pas, on ne peut pas l'exclure totalement. Hein. Parce qu'il y a aussi des arguments pour qu'ils fassent la guerre maintenant, si vous voulez. C'est-à-dire que pour eux, la perte, elle est immédiate, elle est maintenant, et puis elle est cumulative. C'est-à-dire que plus ils attendent, pire ça va être. Hein. Quand vous n'avez plus d'industrie, vous avez une énergie chère, etc., bah, vous êtes embêtés. Actuellement, il y a quand même un momentum guerrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre, elle existe, elle est active, il y a des soldats ukrainiens qui sont mobilisés. Rien ne dit que demain, ça sera facile de les remobiliser, si vous voulez. Hein. C'est rare que, généralement, les gens qui ont fait la guerre, ils veulent la refaire 3 ans plus tard. Hein. Rien ne garantit non plus que les néocons vont revenir au pouvoir aux USA. C'est pas du tout certain. Et puis la crise est multidimensionnelle. Comme je parlais, il y a la dette, il y a le problème de la dette qui risque d'exploser, et du coup, que même si vous vouliez faire la guerre, ben, vous n'avez plus les moyens de la faire. Et puis, rien ne dit qu'ils seront significativement capables de faire la guerre demain plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils auront les armements, etc., suffisants. Parce que la Russie s'est dotée quand même d'armements tout à fait avancés aujourd'hui, qui laissent à réfléchir sur la possibilité de gagner une guerre contre eux, quoi. On le voit aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ne se sont pas servis, qui sont quand même inquiétants. Pour un militaire. Voilà. Aujourd'hui, ils font, en plus, les Européens et tout ça, ils font à peu près bloc. Bon, il y a la Hongrie qui veut pas, l'Espagne non plus, mais bon, globalement, ils ont quand même un bloc assez soudé. Qu'en sera-t-il demain? On ne sait pas. Macron n'est pas réélu demain, imaginez, il y a Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, admettons. Hein. Je ne suis pas certain que Marine Le Pen, à contrario de Bardella par exemple, serait très favorable pour qu'on aille faire la guerre à la Russie. Hein. J'ai quelques doutes quand même. Donc vous voyez, donc quelque part, il y a quand même des éléments qui militent à ce qu'ils fassent la guerre aujourd'hui quand même. Bon. Donc, mais bon, voilà. Donc possibilité, donc provocation, mais ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est justement une riposte forte de la Russie par rapport à cette provocation, c'est-à-dire avec des armements très stratégiques. Ça, je dirais que quelque part, c'est pré-stratégique, bref, c'est du stratégique de premier niveau, voilà. C'est ce qu'ils ont inventé, là, justement, une des armes récentes qu'ils ont inventées, c'est les Oresnik, qui sont pré-stratégiques, c'est-à-dire, là, stratégique, ça veut dire nucléaire. Hein, nucléaire. C'est pas nucléaire, mais c'est tellement puissant que les destructions sont... vous pouvez pas vous en prémunir, et c'est quasiment de même nature. En gros, c'est comme des missiles nucléaires, sauf qu'ils ne sont pas armés de façon nucléaire. Ils sont armés avec d'autres trucs qu'on ne connaît pas bien d'ailleurs, hein, mais qui sont extrêmement destructeurs également. Et donc, ça pourrait être un électrochoc qui pourrait se produire en disant « mais attendez, on va où là ?» et qui peut-être ferait que le peuple se dise mais attendez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut se suicider tous là? On veut atomiser toute l'Europe ou quoi? Parce que c'est quand même ça l'enjeu, hein, de toute cette histoire. C'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui. C'est que l'enjeu, c'est quand même juste ça, quand même. C'est quand même juste notre annihilation en tant que continent, quand même. Hein. C'est quand même ça l'enjeu. C'est quand même pas négligeable. Voilà. Voilà pour ces scénarios. Donc voilà, cette chronique des barbaries s'achève sur ça. Donc je vous appelle à passer à l'initiative, donc pour concrétiser ce que nous on appelle la 4e voie, donc pour se réorienter dans une autre direction justement. Et donc il y a le site notamment via4.net qui explique ça, la façon de s'en sortir. Vous pouvez venir en discuter avec nous
dans les Direct Agora qui ont lieu tous les lundis soirs à 21h, le lien vous le trouvez sur le site, il était affiché juste avant, vous pouvez vous inscrire sur le site Impécisseur. Je vous appelle également à lire le livre La crise terminale du capitalisme. Vous trouverez toutes les infos sur le site, il est sur Amazon, sur The Book Edition, vous pouvez le commander soit en version papier, soit en version électronique. Il y a un autre bouquin, un roman, Le but c'est la vie, les petits livrets émergence, et puis des sites amis comme ceux du Cercle du renouvellement constitutionnel, Recours Constitution, et le Cercle du renouvellement spirituel. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.